Bonjour et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session RH Live. Comme vous le savez, plusieurs fois par mois, nous proposons le jeudi de 13h à 14h des événements dédiés à une thématique. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Catherine Tagliaferri, qui est médiatrice, coach et qui est l'ancienne directrice des ressources humaines d'un groupe de cliniques nationales. Et son expérience va nous éclairer bien évidemment sur le fonctionnement de la médiation en entreprise ou comment finalement cette discipline permet de régler les conflits et d'apaiser les éventuelles tensions qui pourraient survenir dans les organisations. On commence dès maintenant. Catherine, je te laisse immédiatement la parole et puis je vous souhaite à tous une bonne session RH Live. Merci Aurélien, bonjour à tous. Déjà, je suis ravie de pouvoir rencontrer des RH pour parler de la médiation. Je voulais remercier Aurélien de me donner cette possibilité, cette chance de pouvoir communiquer en visio et pouvoir vous rencontrer. Donc, un grand merci Aurélien. Et eh bien, je vais commencer. Alors, si voilà, je voudrais vous partager une information. Donc, c'est ma première présentation en visio. Donc, voilà, si vous me sentez parfois un peu hésitante ou à chercher un peu mes mots, j'en suis désolée et j'espère que vous me comprendrez. Mais j'ai un petit trac, voilà, qui va passer bien évidemment. Aurélien, si tu veux passer à la première slide. Bien sûr, et c'est tout à fait normal. Et je suis convaincu que de toute façon, cette session sera parfaite. Et puis, encore une fois, on est vraiment là pour apprendre et comprendre et se faire plaisir également. On est entre nous. Exactement. Alors, avant de rentrer dans le sujet de la médiation, j'aimerais déjà me présenter et pourquoi je suis passée d'une fonction de DRH adjointe à la médiation, à être médiateur. Donc, pour cela, je vais vous dresser très rapidement mon parcours. Moi, j'ai démarré mon parcours professionnel en tant que comptable au départ, parce qu'au début de ma carrière, les ressources humaines, ça n'existait pas. C'était la comptabilité qui gérait le personnel. Et je me suis très vite orientée vers les ressources humaines parce que pour moi, j'ai vraiment pris conscience que ce qui m'animait, c'était d'exercer un métier centré sur l'humain. Donc, je vais passer sur une grande partie de mon parcours et je vais me consacrer sur mes 20 dernières années où j'ai occupé successivement un poste de RRH de proximité durant 9 ans dans l'industrie et puis durant plus de 11 ans en tant que DRH adjointe au siège d'un important groupe de cliniques privées. Alors, sur ce dernier poste, c'est un poste plutôt de conseil et d'accompagnement auprès des directeurs d'établissement, des managers et des RH de clinique. J'ai été à la fois généraliste, mais avec une spécialité sur la formation professionnelle, le recrutement, le handicap et la gestion de projets RH. En 2018, je me suis formée pour être médiateur et je suis médiateur professionnel mais certifié. Et là, je viens juste de terminer une formation certifiante aussi de coach professionnel. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à aller vers la médiation en tant que DRH? Eh bien, principalement le constat, la manière dont sont gérés les conflits dans l'entreprise. Et en France, en particulier, on est plutôt sur la culture de la confrontation, de l'adversité. Voilà, on gère les conflits de cette manière-là. Et très souvent, dans les conflits en entreprise, on partagera ensemble vos expériences, mais ne sont pas vraiment prises en considération. Certainement qu'on estime que ce sont des histoires banales, de petits conflits, et du coup, on laisse les personnes se débrouiller seules.
Et évidemment, la situation se dégrade au fil du temps et puis arrive, ça remonte à la direction. Et là, ben, on part sur des solutions souvent radicales. Du coup, les parties ne sont pas forcément satisfaites, gardent un sentiment de frustration et d'insatisfaction. Soit certaines personnes abdiquent et se plient aux décisions prises, mais souvent avec le risque que le conflit en sommeil revienne. Soit le conflit se termine en contentieux, entraînant des procédures longues et coûteuses. Procédures prud'homales que vous connaissez certainement tous. Et moi, en tant que RH, je n'étais pas vraiment à l'aise avec ces solutions. J'avais le sentiment d'un boulot, de ne pas avoir bien fait mon boulot. Et donc, j'ai cherché des alternatives, d'autres solutions, peut-être une autre approche du conflit. Voilà ce qui m'a amené à aller vers la médiation. Pour moi, la médiation, c'est une approche de résolution des conflits qui ouvre d'autres manières de communiquer, d'être en relation avec les autres. Et en tant que médiateur, je me focalise principalement sur la relation au travail, sur la communication. Pourquoi deux personnes n'arrivent plus à se parler? Je ne m'occupe absolument pas des enjeux, des motifs, mais je vais aller sur le terrain des émotions, les émotions qui ont pris le dessus sur la raison. Voilà ce qui, je trouve très intéressant, ce qui m'a animée pour suivre et devenir aujourd'hui médiateur. Pour moi, faire appel à un médiateur externe aussi, ça peut être beaucoup plus productif que d'aller en procédure contentieuse pour l'entreprise sur plusieurs plans. D'abord, ça soulage le service RH. On sait que la charge de travail que vous avez est de plus en plus importante. Ça apporte des solutions qui ne pourront pas être remises en cause de par la neutralité du médiateur qui n'est pas juge et partie dans le conflit. Et ensuite, la confidentialité, ça c'est un thème très important, la confidentialité des échanges. Ça montre aussi aux collaborateurs que l'entreprise s'engage en qualité de vie au travail, prend en compte leurs besoins, le prendre soin. Et aussi, ça permet de créer un climat de confiance. Voilà pourquoi je suis passée de DRH à aujourd'hui médiateur. Alors, la crise, l'expérience et le constat, ce que j'ai constaté également et que vous avez certainement tous constaté, c'est cette période de crise sanitaire qui est vraiment venue bouleverser nos habitudes au travail. Les dirigeants, les collaborateurs, les RH, on a tous fait preuve de créativité, de flexibilité, d'agilité avec plus ou moins d'aisance. Du coup, les relations de travail ont été bousculées, compliquées. Le télétravail, le confinement ont modifié aussi notre manière de manager les équipes. Et puis aujourd'hui, en période post-Covid, on se rend compte que les attentes des collaborateurs ont évolué. Ils sont vraiment aujourd'hui en recherche de sens, d'épanouissement, d'équilibre entre vie pro et vie privée, perso. Et du coup, moi, je suis convaincue et je crois qu'une bonne communication nourrit la motivation, l'engagement et l'implication des personnes et que c'est par la qualité des relations au travail que le bien vivre ensemble va fonctionner, mais aussi la performance et le développement des entreprises. Si tu peux passer à la slide. Alors, ce que je voudrais vous partager aussi, n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir pendant toute ma présentation, commenter, donner votre point de vue. Voilà, c'est vraiment un temps d'échange et de partage. Alors,
Bah, qu'est-ce qui m'anime moi aujourd'hui et qui me procure surtout du plaisir? Donc, je vous ai présenté les 4 valeurs pour moi qui sont essentielles. L'authenticité, pour moi, être sincère, c'est très important, ça fait partie de moi. Le être en relation, effectivement, j'aime l'humain, sa richesse, sa diversité. Euh, Là, je suis pas en posture de ma posture habituelle, parce que moi, ma posture habituelle, c'est d'abord l'écoute, l'observation. Je cherche à comprendre la complexité des personnes, et peu importe le statut social, l'âge, le vécu, les croyances. Donc là, je suis un peu à l'inverse, mais c'est une autre forme d'être en relation avec vous. Ben, la curiosité, parce que j'adore apprendre, j'aime acquérir de nouvelles connaissances, observer, tester, essayer, partager. Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. Et puis contribuer à changer le monde très modestement, hein. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ben, chacun de nous, à notre échelle, à notre niveau, on fait notre petite part du bien vivre ensemble. Et la mienne, c'est aider les personnes à devenir acteurs et responsables de leur vie et ainsi contribuer à leur développement de leur potentiel et de leur performance. Voilà. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans qu'est-ce qu'un médiateur, ce que je fais. Alors, il y a 2 axes. Bon, et une petite note d'humour hein, dans le sud, c'est plutôt important d'éteindre le feu. Mais voilà, éteindre le feu, c'est lorsque le conflit est là, on intervient en format curatif en fait. Voilà, donc moi j'interviens pour résoudre un conflit entre 2 personnes, peu importe la situation, pour permettre à ces personnes de pouvoir renouer un dialogue. C'est quand même le cœur du métier du médiateur, la résolution des conflits. Mais le médiateur n'intervient pas uniquement sur le conflit. Il peut intervenir en préventif sur la qualité des relations interpersonnelles au travail. Donc, je peux vous donner quelques exemples d'interventions en prévention. On pourrait imaginer que dans votre entreprise, on pourrait mettre en place un dispositif d'écoute, un temps dédié, téléphone ou visio ou présentiel, pour laisser les personnes qui rencontrent une difficulté relationnelle dans leur équipe ou des tensions puissent venir l'exprimer en toute confidentialité et puissent venir décharger un petit peu ce qui se passe dans leur équipe et le médiateur peut lui apporter quelques pistes de réponses, quelques réponses qui va pouvoir l'aider à repartir avec un petit outil et avoir une action différente vis-à-vis des personnes. Donc ça, c'est du préventif. On peut aussi imaginer que vous puissiez intégrer la médiation dans vos documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Par exemple, en réponse au RPS. Donc, dès que vous constatez qu'il y a des tensions au sein d'une équipe, pareil, vous, dans votre document unique, comme réponse, comme action concrète que vous pouvez mettre en place, c'est faire appel à un médiateur. Pas forcément attendre le conflit. Donc ça, c'est du préventif. Vous pouvez aussi travailler sur le volet recrutement en insérant une clause de recours à la médiation sur vos contrats de travail à l'embauche. Vous insérez en toute difficulté, vous pouvez avoir bénéficié d'une médiation. Ça a un intérêt pour l'intégration de vos nouveaux collaborateurs. On sait aujourd'hui, alors je ne connais pas toutes les activités, toutes vos activités, mais les difficultés que l'on a à recruter du personnel, la pénurie, les salariés qui souhaitent se reconvertir.
Donc, pouvoir intégrer cette clause de recours à la médiation, ça peut montrer dès le départ que vous êtes une entreprise qui s'engage en QVT et en prendre soin de vos collaborateurs. En préventif, on pourrait aussi imaginer d'animer des séances de sensibilisation sur le thème comment bien communiquer au travail. Voilà, il y a bien d'autres solutions. L'idée, c'est de pouvoir vous apporter du sur-mesure, en fait. Être en capacité à vous aider en fonction de votre projet, de votre politique RH. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là ou est-ce que vous voulez partager une expérience, une idée Absolument, n'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez des questions et à poser vos questions également via le chat. Directement, vous avez la possibilité, et je remonterai la question à Cathy à l'oral, ou alors directement, vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros et de poser des questions ou de demander un éclairage sur un point ou un autre. Ça marche. Donc, oui, Aurélien? Je voulais te demander si tu souhaitais que je passe. Oui, s'il n'y a pas de questions, oui, je vais Alors, je vais vous donner mes engagements en tant que médiateur parce que c'est un métier, hein. C'est pour ça qu'on nomme médiateur professionnel parce que c'est réellement un métier. Et après, si vous le voulez bien, je pourrais vous partager un cas ou deux cas concrets. Ça vous permettra de bien comprendre les interventions que je peux être amenée à avoir. Donc, moi, mes engagements en tant que médiateur professionnel, déjà, j'ai été formée auprès d'une école qui s'appelle l'École professionnelle de la médiation et de la négociation, qui se trouve à Bordeaux et qui prépare des formations certifiantes. Ensuite, j'adhère à un syndicat, à la Chambre professionnelle de la médiation et de la consommation. Et nous sommes un réseau de professionnels, un réseau qui s'appelle Vienne Médiation, où nous pouvons partager et échanger nos expériences entre médiateurs. Donc, le fait d'adhérer à cette chambre, je m'engage sur un code éthique et de déontologie. Et on a 4 engagements. C'est l'indépendance, qui est l'indépendance vis-à-vis du donneur d'ordre, du prescripteur. C'est l'impartialité vis-à-vis des parties. Donc, on ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre. C'est la neutralité des solutions qui seront trouvées. Nous, on va amener les personnes à réfléchir sur leurs solutions. C'est eux qui vont les trouver. Et c'est surtout, le plus important, c'est la confidentialité dans les échanges. Ça, c'est très important pour créer un climat de confiance avec les personnes qui sont en médiation. Alors, un conflit, des tensions, et vous, comment faites-vous face à des situations conflictuelles? Si vous voulez me partager des situations, c'est comme vous voulez, ou sinon je peux moi vous raconter donner une situation, un cas concret où j'ai mené une médiation au sein d'une entreprise. Absolument. En fait, n'hésitez pas à amener finalement vos questions, vos expériences, votre vécu aussi en entreprise, parce que c'est ce qui va permettre aussi d'illustrer la façon dont on peut euh, peut-être mieux prendre en charge les différentes situations de tension ou de conflits qui ont pu survenir. Typiquement, si vous êtes en entreprise, vous avez certainement, surtout en tant qu'RH ou en tant que manager, déjà vécu des situations qui, à mon avis, peuvent être conflictuelles ou soumises à tension. Est-ce que quelqu'un aurait une anecdote, un vécu sur justement une problématique entre deux collaborateurs ou entre deux personnes de son entreprise qui ont amené à une forme de tension dans l'entreprise? Donc, si vous avez
des exemples. Surtout, n'hésitez pas à les amener soit par le chat directement, soit directement en prenant la parole en ouvrant votre micro. Et si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité de lever la main. Sur votre écran, vous avez à la fois le micro, la caméra et la petite main levée si vous souhaitez amener des éléments complémentaires. Est-ce que quelqu'un éventuellement souhaite amener une anecdote, un sujet qu'il aurait vécu? Je ne sais pas si Elise, vous avez déjà été amenée à gérer des tensions au sein d'une entreprise ou entre deux collaborateurs? Non? Vous n'avez pas eu cette chance? Très bien. Non, je n'ai pas eu cette chance encore, effectivement. D'accord. Très bien. Mais en tout cas, si chacun veut amener voilà, une expérience, ce genre de choses, ça peut être tout à fait positif. Sinon, Catherine, si tu souhaites peut-être amener un exemple de ton vécu ou de… Tout à fait. Ah bien, comme ça va peut-être laisser le temps aux personnes de… Bonjour. Bonjour à tous. Oui, Othman. Bonjour. Bonjour Othman. Bonjour, Tuetman Bouzaoui. Alors, on participe à votre présentation depuis le Maroc, depuis Casablanca. Donc, c'est moi et mon collègue Nabil Essa. Donc, déjà, je voulais vous remercier par votre excellente présentation. Donc, vous parlez doucement et vous traitez chaque chose comme il faut. Alors, moi, mon expérience avec la médiation sociale, moi, j'ai là étudié, j'ai pris un diplôme avant de travailler en tant que responsable RH. Donc, j'ai étudié la médiation sociale. Donc, donc j'ai eu quelques notions, comment traiter le conflit, de comprendre c'est quoi la médiation. Donc, lorsque j'ai commencé mon travail en tant que RH, même je ne suis pas médiateur dans la société, mais lorsqu'il y a un conflit entre deux salariés, ou bien un conflit entre les salariés et la direction générale, donc j'interviens et je fais la médiation. Donc, je facilite la communication entre les parties. J'essaie d'être le maximum transparent. Chacun comprend bien le message afin d'éviter d'avoir les conflits. Et s'il y a un conflit, ou bien un malentendu, j'essaie d'intervenir et d'expliquer les choses bien, de faire des éclaircissements pour résoudre les conflits. Merci pour ce Merci. partage. C'est vrai qu'on Merci beaucoup. ça a un peu sauté à certains moments, mais on a entendu, j'ai entendu ce que vous expliquiez. Vous étiez à la fois RH et médiateur, et c'est vrai que vous arrivez également de gérer des situations en entreprise, soit entre les collaborateurs, soit entre les collaborateurs et la direction générale. Merci Oui. pour ce partage, Othman. Merci beaucoup. Catherine, est-ce que tu veux peut-être amener cet exemple dont on parlait de conflit que tu as été amené à traiter? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour ce partage en tout cas. Oui, moi je vais vous raconter une situation que j'ai vécue. Donc c'était une médiation au sein d'une clinique. Alors, pas dans mon groupe, hein, extérieur. Donc j'intervenais en tant que médiateur extérieur, puisque c'était à l'époque, j'étais encore salariée. Et à la fois indépendante, hein, j'avais la double activité. Donc, j'ai mené une médiation au sein d'une clinique avec des relations tendues, très tendues même, entre un manager et son collaborateur. Donc, le contexte, c'est un manager et un collaborateur dans un service administratif donc dans une clinique en période de pandémie. Donc, c'était de mémoire en 2020, en avril 2020. Donc, avant mon intervention, la direction avait fait appel à un cabinet de conseil avec qui ils ont l'habitude de travailler, conseil RH, qui a réalisé un audit et qui a fait ressortir évidemment les problèmes relationnels entre ce manager et le collaborateur. Et voilà, ça en est resté là. On a fait un constat, mais pas d'action derrière. La situation donc a continué à se dégrader. Elle a été portée en CSE. Et la salariée, le collaborateur, a aussi informé le médecin du travail. Donc là, les échanges étaient de plus en plus tendus et le collaborateur se plaignait, a lancé le fameux mot harcèlement.
Donc, les reproches qui étaient faits par le collaborateur, le manager ne lui disait plus bonjour, le manager tenait des propos vexants, des comportements agressifs, des problèmes lors de la distribution des masques et bien d'autres reproches. Et puis, côté du manager, lui disait, ben, moi, je ne comprends pas, je lui donne du travail à faire, un point, c'est tout. Il est toujours en train de discuter mes ordres. Elle rentre dans mon bureau sans frapper. Elle n'hésite pas à m'interrompre lorsque je suis avec quelqu'un. Enfin, voilà, la communication était vraiment fermée. Donc, on m'a sollicité. Et j'ai donc mené une médiation avec ces deux personnes en visio, puisque c'était en période de confinement aussi. Et j'ai reçu en entretien individuel les deux personnes. Puis, on a eu une réunion commune, toujours en visio. Alors, les entretiens individuels, qu'est-ce que ça... Ils ont permis aux personnes de donner chacun en toute confidentialité et en tête-à-tête avec moi leur point de vue, de déballer tout ce qu'ils avaient sur le cœur et de faire un peu retomber les émotions qu'ils avaient en fait finalement. Et puis, lors de ces entretiens individuels, je les amène petit à petit à prendre conscience que eh bien, chacun a son point de vue et qu'en fait, sa vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre, que ce que lui vit dans son bureau, ce n'est pas forcément les problèmes de son manager et inversement. Ils ont accepté, ils en ont pris conscience et ils se sont engagés à communiquer de façon raisonnée, factuelle, pour pouvoir partager chacun leur point de vue, sans s'agresser, sans se donner des noms d'oiseaux, parce qu'ils en étaient même arrivés à ça. Donc, on a organisé une réunion et chacun a pu écouter l'autre à son tour. Moi, j'avais un rôle un peu de régulateur, mais je laissais faire. Et puis, tout en me en faisant avancer les personnes et en les amenant à trouver elles-mêmes des solutions. À la fin de cette réunion, les personnes sont reparties avec des actions concrètes à mettre en place pour poursuivre cette relation qu'ils avaient retrouvée. Donc, ça fait 2 ans que j'ai mené cette médiation qui a réussi. J'appellerai régulièrement le DRH de la clinique pour suivre, parce que ça fait partie aussi de mes engagements. Je suis les médiations pour voir si tout se passe bien ou pas. Et le DRH me confirme, enfin jusqu'à mon dernier appel qui date de 2 mois, me confirme que les personnes se reparlent normalement. Et Ça ne veut pas dire qu'elles sont d'accord sur tout, mais en tout cas, elles donnent leur point de vue de façon factuelle et dans le respect de l'autre. Absolument. Et ce que j'entends Voilà aussi, l'exemple. Catherine, ce que j'entends dans le déroulé de cet exemple, et merci pour ce partage parce que c'est édifiant. Pour moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est la première partie. C'est-à-dire que finalement, la première des choses que tu as été amené à faire, ça a été d'écouter chacune des parties. Et je pense Oui. même que lorsque tu dis que ça a aidé à faire descendre un émotionnel qui était peut-être un peu fort, finalement, ça a aussi permis aux personnes elles-mêmes de se sentir écoutées et que leurs problématiques, leur point de vue, leur vision de la situation avaient été effectivement pris en compte par quelqu'un d'extérieur. Et ça, à mon avis, c'est toute la valeur ajoutée de la médiation, c'est-à-dire que chacun a la capacité, comme tu l'as exprimé, de vider son sac, d'exprimer ce qui n'y allait pas, avant de pouvoir établir de nouvelles relations. Et ça, je trouve ça tout à fait positif et aussi pertinent. Je ne vois pas quel service peut amener ça dans l'entreprise directement. Ça peut être un manager qui a une écoute spécifique ou un DRH, mais très clairement, le fait que que tu sois quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, ça a dû faciliter justement cette cette expression de la situation. Tout à fait. C'est justement, souvent on me dit oui, mais c'est le travail du RH.
de pouvoir régler les conflits dans l'entreprise. Oui et non, parce que c'est compliqué pour le RH d'être jugé partie dans les situations, de prendre de la hauteur. Et c'est compliqué pour les personnes en conflit de pouvoir s'exprimer et de, comme tu l'as dit Aurélien, vider son sac en étant à l'aise avec cette notion de confidentialité. Parce qu'il faut savoir que dans une médiation, lorsqu'elle est terminée, moi, je ne vais pas remonter à mon donneur d'ordre, c'est-à-dire à l'employeur plutôt, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit dans la réunion, sauf si les parties souhaitent faire remonter une information qui n'arrivent pas à le faire par eux-mêmes et qui me demandent d'intervenir et de dire, voilà, par exemple, pour ce manager, en l'occurrence, elle m'a dit, moi, j'aimerais bien que vous puissiez faire remonter que, OK, je suis peut-être trop autoritaire avec mon collaborateur, mais moi, j'ai été nommée sur ce poste de responsable de service, mais j'ai pas de connaissances en management, j'ai pas de compétences en management. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique dans le secteur de la santé. On fait souvent c'est bien, on monte les personnes en compétences, ils ont des promotions internes, c'est très bien, sauf qu'ils n'ont pas forcément, ils sont très techniques, ils connaissent très bien leur sujet, une infirmière, là c'est en l'occurrence un service de facturation, donc ils connaissent, mais le management, c'est pas inné, ça s'apprend. Et du coup, elle m'a fait remonter ça. Et j'ai transmis l'info au DRH qui a dit, ah ok, je ne m'étais pas rendu compte elle ne me donnait pas l'impression de ne pas avoir les outils nécessaires pour manager son équipe. Et donc, elle a suivi derrière une formation en management. Ça, c'est un exemple. Mais sinon, rien n'est dit. Voilà un exemple. Après, je peux vous en donner un autre si vous souhaitez, ou si vous avez peut-être, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous parle, ce genre d'action, de conflit entre deux salariés, un manager, un collaborateur? Ça m'évoque finalement euh, parfois un peu la solitude des managers. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, comme tu l'as très bien exprimé, un manager, c'est un métier qui s'apprend avec des compétences spécifiques. Et on peut être un excellent professionnel au niveau technique et connaître très bien son métier sans pour autant avoir ses capacités managériales, ou en tout cas ses compétences managériales. Et finalement, c'est surprenant, mais à la fois super intéressant de se rendre compte que il faut passer par une médiation, un dialogue avec l'extérieur pour que le DRH notamment puisse prendre conscience de l'importance que de former ses équipes au management et de donner des outils pour éviter ce genre de conflit. Et en fait, tout se passe aussi par le socle de la formation et de l'accompagnement au-delà de la médiation. Et ça a dû faire partie, la formation en management, des solutions qui ont été amenées, qui ont permis d'apaiser aussi certaines tensions, j'imagine. Alors, dans ce cas précis, en fait, le manager n'a jamais fait remonter son incompétence. Donc, ça ne se voyait pas tant qu'il n'y avait pas de conflit, que la situation était enfin, les résultats étaient là, ça se ressentait pas par le DRH. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Et elle m'a dit, mais moi, c'est montrer mon incompétence. Et donc, je lui ai fait prendre conscience que non, c'est pas, au contraire, c'est une force de pouvoir dire, ben là, j'ai besoin d'aide. J'aurais besoin d'avoir des connaissances et des outils parce que, par exemple, un outil tout simple, elle ne connaissait pas les entretiens en tête-à-tête, les fameux one-to-one. Elle ne pratiquait pas ça dans son équipe. Elle avait une équipe de 12 personnes quand même, hein. Pour un manager, ne pas faire d'entretien individuel, ça paraît assez fou. Voilà, mais Euh, voilà. C'était euh, juste pour te préciser, enfin pour vous préciser. Absolument, et merci pour ta question. merci pour ton question. Catherine, on a une question de Catherine
et qui nous demande Et avez-vous un c'est pas exemple? moi qui l'ai posé. A priori, non. C'est avez-vous un exemple de conflit qui s'est transformé en contentieux et qui aurait pu se «régler» entre guillemets par la médiation? Euh, alors non, pas vraiment d'exemple de conflit qui s'est réglé au contentieux. Alors, je pourrais, je pourrais prendre un cas, alors là que je connais puisque c'est dans mon groupe de clinique, mais c'est un peu confidentiel et c'est un peu compliqué d'exprimer cela. Du coup, j'essaye de trouver une solution, une situation un peu qui est partie au contentieux et qui aurait pu être évitée. Moi, j'ai envie de dire que toutes les situations, en tout cas, on peut tenter la médiation avant le contentieux. Je ne dis pas que c'est la solution magique, hein. Attention, parce qu'il y a des contentieux qui sont inévitables, hein, lorsqu'il y a des fautes graves. Enfin, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais pour moi, je pars du principe que euh, toutes les procédures contentieuses, avant d'en arriver là, on devrait proposer à la personne de tenter une médiation, au moins pour comprendre, et au moins aussi pour donner au prud'homme pour démontrer, parce que je pense que c'est une obligation, vous me dites les RH si je me trompe, parce que je ne suis pas trop dans le juridique, mais pour démontrer qu'on a mis en place toutes les actions pour trouver des solutions, que l'employeur a tenté à essayer de trouver des solutions avec son collaborateur. Donc voilà, je n'ai pas d'exemple précis, mais moi, je tenterais à dire que c'est une solution, une condition préalable au contentieux. Absolument. Mais merci pour cette réponse, Catherine. Magali a une autre question également. Que faites-vous lorsque le comportement, relève d'un probable trouble de la personnalité? Vous pourriez préciser le trouble de la personnalité? Est-ce que c'est des personnes à fort tempérament ou réellement des problèmes mentaux? C'est ça que vous voulez dire? Ou Effectivement, Magali, si vous pouviez, soit ouvrir votre micro, soit préciser dans le chat, en fait, ce que vous entendez par, probable trouble de personnalité. Parce qu'effectivement, en fait, en fonction du trouble lui-même, la médiation pourra, soit agir, sur la situation ou au contraire, peut-être le renvoyer à des professionnels, j'imagine, en tout cas, de la santé. Et Exactement. Ça a voilà. des limites aussi. Si la personne a des réels troubles psychiques. Et excusez-moi. Bonjour Oui. Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour Nathalie. Je vais vous apporter une petite précision à ce qui a été dit juste avant concernant le Conseil des prud'hommes. Donc, en plus, on a eu une décision très récente, hein, au mois de mai, de la Cour de cassation qui précise que la médiation n'est absolument pas un préalable à un contentieux prud'homal, étant donné que le contentieux prud'homal a une phase de conciliation amiable, en fait. Oui. Alors, je suis d'accord avec vous, hein. C'est préférable, il faut essayer de le tenter, mais c'est absolument pas une obligation pour aller au contentieux. Contrairement à d'autres matières civiles, en fait. Oui, tout à fait. Je crois pas avoir parlé d'obligation, mais effectivement, dans l'organisation de la procédure prud'homale, il y a une phase de conciliation. Non, Tout mais à fait. c'était juste une petite précision, hein, c'était tout. Merci. Merci pour cette précision. Et pour la Et question sur de le Magali, trouble. absolument. Magali, si vous aviez la possibilité de juste préciser le trouble dont vous parlez ou que vous présentez dans ce cas précis. Et en tout cas, Nathalie, merci beaucoup pour cette précision également. C'est effectivement toujours important de savoir en fait, effectivement ce qui est pris en compte en fait, dans cette procédure. Euh,
Ok, peut-être que Magali précisera sa question peut-être un peu plus tard. Cathy, si tu veux poursuivre, je t'en prie. Elle a précisé, elle a mentionné les troubles de personnalité narcissique, souvent présents dans les niveaux hiérarchiques. Merci beaucoup. Je n'avais pas vu Capucine, merci pour ça. Merci beaucoup. Effectivement, désolé, je ne peux pas vraiment trop penser en l'occurrence aux troubles de personnalité narcissique souvent présents dans les niveaux hiérarchiques. Ah, d'accord. C'était écrit. Après, ça dépend des troubles de personnalité narcissique. Est-ce que ça veut dire un ego surdimensionné? Est-ce que ça veut dire l'hubris aussi, ce phénomène qu'on trouve chez certains dirigeants ou politiques ou personnes à fort pouvoir qui finalement sont un peu enivrés par une forme de pouvoir et d'autoritarisme. C'est un phénomène assez connu, l'hubris d'ailleurs. Après, on ne peut pas obliger quelqu'un à venir en médiation. Il faut que les personnes viennent librement. Donc, j'ai envie de dire que si déjà la personne vient, c'est qu'elle a une volonté de, de, de trouver une solution, voilà. Après, Magali précise en disant que oui, c'est la caractéristique même du trouble de la personnalité narcissique et elle peut aussi venir et manipuler la discussion. Oui, Effectivement. alors là, en termes de manipulation, moi je suis formée, j'ai des outils, j'ai un déroulé, un processus structuré et c'est moi qui mène les entretiens. Donc, en aucune manière, je vais faire manipuler. Et en tout état de cause, si je sens qu'il y a manipulation, je vais arrêter l'entretien et je vais être très claire avec la personne et le lui dire. Et si j'ai une difficulté parce que peut-être qu'il y a des sujets compliqués, des personnalités compliquées, parce que nous-mêmes, on a notre histoire, on a comme chez les coachs, je sais pas si vous connaissez le principe, les médiateurs, on est supervisé. Donc, si je rencontre une difficulté dans une médiation, je peux me rapprocher d'un médiateur référent qui va, ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Mais voilà, la personne qui va chercher à me manipuler, elle ne le pourra pas parce que soit c'est moi qui guide l'entretien, ou soit je vais le lui dire, ou je vais carrément lui dire, ben non, alors vous venez pas de façon en toute confiance dans cette médiation si vous cherchez à manipuler. Alors, je pense que Magali, et c'est exactement, enfin, à mon avis, l'attitude à avoir, mais je pense que Magali fait référence aux 2% de la population ou 1,5% de la population qui répondent aux critères du pervers narcissique, a priori, la manipulation, le côté au-dessus d'eux, le côté, enfin voilà, tous ces aspects-là. L'aspect également, oui. Oui, ça y est, j'ai réussi à Parfait, Magali. ouvrir mon micro. Merci Je beaucoup. suis désolée. Oui, merci déjà pour toutes ces informations. Effectivement, je faisais notamment référence donc aux pervers narcissiques. Bon, on essaie de minimiser 1,5-2%. Je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ça et que la société, elle les multiplie aujourd'hui de plus en plus parce que nous sommes dans une société qui est dans la compétition en permanence. Et donc, ça se sent vraiment énormément au niveau des entreprises, à l'intérieur même des entreprises. Et c'est vrai que même si on est très aguerri, on va dire, et formé à la manipulation, ces gens-là sont quand même très, très forts. Et c'est vrai que parfois, on peut prendre le manipulé pour le manipulateur quand ces personnes-là sont vraiment très fortes dans ce... Voilà. C'était... voilà, c'est tout ce que Merci j'avais à dire, Magali en fait. pour ce partage. Oui, oui. Après, ce n'est pas représentatif de l'ensemble des personnes. Heureusement. Évidemment qu'on trouvera toujours, oui, heureusement. En plus, moi, je crois
dans la personne humaine et aux relations humaines. Donc, voilà, on trouvera toujours des situations, des cas où effectivement il peut y avoir un blocage. Moi, je pensais plutôt aux personnes qui ont des problèmes mentaux. Oui, là, il faut avoir toute sa raison pour pouvoir mener participer à une médiation. Maintenant, si il y a des notions de pervers narcissique, si lorsque je suis missionnée sur la médiation, admettons si vous, Magali, dans votre entreprise, vous m'appelez et que vous me parlez de cette situation, je vais encore plus être attentif parce que avant de mener une médiation entre deux personnes, je vais quand même avoir un entretien de cadrage avec le donneur d'ordre qui va m'expliquer le contexte et qui va m'expliquer, lui, son point de vue. Ça va me donner déjà beaucoup d'informations sur les deux personnes. Oui, j'entends bien. Merci. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Aurélien? A priori, il me semble que non. D'accord. Oui, on a répondu aux différentes questions. Tu as ton micro de coupé. Est-ce que tu souhaites que je passe à la slide suivante, peut-être? Oui. Ouais, c'est bon. Merci. Et là, c'était le temps de partage, un peu d'humour aussi. Et du coup, voilà, vous, dans votre vie, c'est plutôt ou plutôt. Donc, vous avez la grenouille zen, vous avez la personne qui est écartelée, vous avez la super RH, on va dire, puisque c'est la majorité des RH, ou eh bien, la personne qui se tire les cheveux. Voilà, c'était un peu d'humour pour partager un petit peu, vous, ce que vous vivez dans vos entreprises et dans votre quotidien. Exactement, et on retrouve bien les différents aspects de notre état et des fluctuations qu'on peut vivre Oui, parfois dans le cadre professionnel, clairement. on peut un peu être un peu tout ça, suivant les moments. Exactement. Je suis super crevé, c'est comme être crevé, mais tout court, mais avec une cape et des collants roses moulants. C'est une belle façon d'illustrer la fatigue. Élise, te remercie, Catherine. Merci beaucoup. Je dois vous Merci, laisser. Elise. Merci pour votre participation. Merci, Élise. Et effectivement, on passe tous par ces fluctuations, par ces états qui changent et parfois on se sent un peu démuni face à, comme on l'a dit tout à l'heure, face à certaines personnalités ou certaines situations. Et c'est à mon avis tout à fait essentiel que de savoir qu'il existe une ressource, des personnes ressources qui peuvent justement, quand on est soit super crevé, soit en train de méditer, soit en train de s'arracher les cheveux, savoir qu'on a une solution finalement ou un moyen de travailler avec quelqu'un de l'extérieur, dont c'est le métier, dont il a été, enfin, qui a suivi une formation pour ça et qui est capable de prendre en compte à la fois les différents types de personnalités, y compris ce qu'on peut appeler des pervers narcissiques ou il faudrait le définir d'un point de vue peut-être plus médical parce que ça répond à une trentaine de critères environ. Voilà, c'est des choses très spécifiques. Mais en tout cas, prendre en compte les différents types de personnalités, les différents troubles qui peuvent exister au niveau psychique ou au niveau comportemental, être aussi en mesure d'amener une solution que chacun puisse prendre la parole, échanger sur la situation qu'il est en train de vivre, ça me paraît tout à fait essentiel. Et Catherine, un grand merci pour ces différentes illustrations et ces exemples, parce que c'est édifiant finalement de voir que parfois on ne trouve pas de solution et on est obligé d'aller au contentieux ou au conflit juridique. Et Capucine a une question. Oui. Avez-vous des conseils que nous pourrions appliquer à notre niveau avant d'envisager l'intervention d'un médiateur, en vous remerciant? Merci Capucine pour la question. Les conseils, c'est de recevoir les personnes en conflit séparément, parce que souvent c'est une erreur.
on réunit les deux personnes et en fait, les tensions ne s'apaisent pas du tout. On n'arrive pas à être le médiateur dans tout ça. Évidemment que euh, la plupart des tensions, vous pouvez les résoudre vous-même, RH, parce que vous êtes tourné vers l'humain et que vous avez ce goût pour la communication et les relations. Euh, Moi, j'ai envie de vous dire que d'abord, avoir cet entretien entre les deux personnes pour pouvoir évaluer vraiment si vous pouvez intervenir ou pas. Et si vous pouvez intervenir, faire en sorte que les personnes arrivent à s'exprimer. Alors, l'outil merveilleux, je ne sais pas si vous le connaissez tous, c'est la communication non violente. C'est pouvoir s'exprimer en je et pas en tu. Voilà, c'est quelque chose que je dis à chacune de mes médiations, mais à chacun de mes coachings pareil, parce qu'il n'y a pas d'accroche quand on parle de soi. Voilà, c'est des petits. Et puis, si vous sentez que vous ne pouvez pas intervenir parce que les enjeux, parce que ça vous concerne directement, parce que c'est compliqué vis-à-vis d'un manager, parce que c'est compliqué vis-à-vis de la direction, la bonne démarche, c'est de faire appel à un extérieur. Parce qu'on n'est pas, c'est pas un aveu d'incompétence de faire appel à un médiateur. En tant que RH, souvent j'ai entendu ça. Ah ouais, mais on va me dire que c'est mon travail de résoudre les conflits, ça fait partie de mon job, et là, j'y arrive pas. Donc, je vais montrer que je suis incompétent. Non, au contraire, vous n'allez pas montrer que vous êtes incompétent, vous allez trouver des solutions qui ne pourront pas être contestées. Vous allez éviter un contentieux derrière. Donc, voilà. Je pourrais vous en parler des heures, donc je ne sais pas si je réponds à la question de... C'est Capucine, hein? C'est Capucine, absolument. Voilà. Oui, tu réponds à la question, Catherine. Capucine te remercie. Merci beaucoup. Je poursuis, Cathy? Oui, si on poursuit, mais je crois qu'on arrive plutôt. Je te laisse aller sur la slide. Voilà, c'est toujours pareil, faire partager votre expérience en tant que RH, ce que vous ressentez. Donc, c'est un peu la même situation. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de petits ou gros conflits, hein. Les conflits partent toujours de petits conflits. Par exemple, le manager qui dit pas bonjour à son collègue, voilà, ça paraît pas être un conflit à la base, hein. C'est juste du respect, de la reconnaissance, mais ça débouche sur un conflit si on fait rien. Donc, il n'y a pas de petites histoires ou de grandes histoires. Absolument. Et souvent des incompréhensions, des problématiques de communication qui s'enveniment ensuite. Oui. Le médiateur, il intervient vraiment sur la relation, uniquement sur la relation. Il ne va pas se préoccuper de ce pourquoi sur les problèmes entre équipes, admettons, il ne m'a pas donné tel rapport à temps. Voilà. Ça c'est pas le sujet. Nous, on va se focaliser sur la relation et sur les émotions. Je voulais te demander aussi, Catherine, comme tu dis, que le médiateur se focalise sur la relation et sur les émotions, mais il se base aussi sur les faits, peut-être pour résoudre aussi ces problématiques d'émotions. Qu'est-ce qui s'est effectivement passé? Et se ramener à quelque chose de beaucoup plus terre à terre également, pour justement résoudre ces conflits. Oui, effectivement, Capucine, je crois qu'il y a Absolument. encore un petit... Capucine complète en disant: je vous rejoins, les conflits trouvent souvent leur source dans le sentiment de manque de reconnaissance notamment. Oui. Alors, moi, durant mon parcours RH, c'est toujours revenu ce manque de reconnaissance.
Alors, moi, j'étais toujours axée principalement sur le développement des compétences des salariés, mais du coup, ils étaient assez à l'aise avec moi pour discuter. Et puis, voilà, j'avais la jolie casquette RH, hein, j'étais pas sur la volée juridique. Et j'ai toujours entendu ça. Et je pense que, voilà, la collaboratrice qui n'a pas eu son bonjour du matin de son manager, ben, c'est déjà le minimum d'un signe de reconnaissance. Ou dire, ben, le travail, il est bien fait. On sait dire quand c'est pas bien, mais on sait moins dire quand c'est bien. Ah, Catherine indique On que m'entend plus. oui, tout On à fait. m'entend. Tu m'entends? Moi, je Allô? t'entends, Catherine, mais Ah, je t'entends très bien. Mais a priori, peut-être que l'autre Catherine a un problème peut-être d'enceinte ou de connexion, je sais pas. est-ce que les autres, vous nous entendez bien? Ouais, très bien. D'accord. Capucine a dit oui, ok. Je pense que c'est peut-être simplement Oui, le réseau de Catherine qui peut. merci. Merci. Euh, et effectivement, en fait, excuse-moi, Catherine, tu disais que finalement, c'est le manque de reconnaissance qui amenait souvent des conflits et que ça passait par les petites choses du quotidien, finalement, simplement saluer les collaborateurs ou être capable d'exprimer que le travail est bien fait. Encore une Oui. fois, on a cette culture d'expliquer facilement qu'il faut refaire le travail ou que le travail peut être encore mieux fait. Mais de là à dire qu'il est bien fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois manquant dans les relations managériales, absolument. Oui, oui, tout à fait. Et aussi prendre le temps d'organiser des réunions, des one-to-one. C'est des petites choses qui maintiennent la qualité des relations au travail. Absolument. On arrive sur la fin de la session RH Live. Un grand merci à tous de votre participation. Catherine, un grand merci pour cette intervention éclairante sur la médiation. Je te laisse Et le mot de la fin avec grand plaisir et merci à tous de votre participation et on se retrouve jeudi prochain certainement pour un nouvel événement RH Live. À bientôt et Catherine, je te laisse le mot de conclusion. Oui, merci beaucoup Aurélien. Oui, un grand merci pour cette participation. Je sais que bah, c'est pris sur votre temps de déjeuner et que du coup, voilà, c'était important. J'espère que je vous ai apporté suffisamment d'informations et que vous en savez un petit peu plus sur les outils de la médiation et l'apport de la médiation pour vous dans votre quotidien. Si Aurélien, tu peux pas cliquer sur la dernière slide. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas. Là, vous avez mon mail, mon téléphone. Vous pouvez me contacter. Euh, voilà, j'ai été ravie. J'espère que j'ai été suffisamment claire pour cette première. Un grand merci à toi, Aurélien, aussi. Avec grand Et, plaisir, et Catherine. je vous souhaite une belle après-midi à tous et à toutes. Bel après-midi à tous. Merci encore une fois, Catherine. Merci à tous les participants. Vous retrouverez évidemment toutes les coordonnées de Catherine à la fois sur cette dernière slide, mais aussi en description de cette vidéo que vous retrouverez sur YouTube. Vous recevrez également l'ensemble des éléments par mail, à la fois le replay, mais également les coordonnées de Catherine que vous retrouverez via LinkedIn, via son adresse mail. Moi, je reste à votre entière disposition également. Et puis, au nom de toute la Towerk RH, je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle session RH Live. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon appétit. Merci.